Le rêve de Dulcie, c'était la fin de l'apartheid et qu'elle puisse rentrer chez elle et trouver un pays où noirs et blancs vivraient ensemble. A struggle to overthrow the racist regime. C'était ça son rêve. Et elle ne l'a pas connu. Grosse émotion aujourd'hui. Dulcie September a été assassinée ce matin à Paris. La représentante du plus vieux mouvement nationaliste sud-africain, l'ANC. Il avait une grande gabardine, je m'en souviendrai toujours. Il me regarde fixement, il met la main dans sa poche, il avait son flingue. Ils ont osé le faire en France. C'était bien sûr prendre beaucoup de risques que de faire ça dans le centre de Paris à ce moment-là. Je dirais donc qu'il s'agissait d'un assassinat très bien planifié. C'était une femme qui avait choisi un combat et qui était prête à aller jusqu'au sacrifice suprême. Elle avait accès à des informations très sensibles. Elle semble avoir enquêté dans le monde obscur des liens clandestins et stratégiques entre l'armée sud-africaine, les entreprises d'armement françaises et bien sûr le gouvernement français. Oui, elle a demandé une protection. Comment on a pu perpétrer cet assassinat sans l'aide d'un entourage français, on ne comprend pas. La veille de l'assassinat, cette personne m'appelle et me dit qu'elle a quelque chose à me dire, que c'est vraiment du lourd et qu'il faut qu'on se voit le plus vite possible. C'est une affaire d'État, on en est certain. On mettrait ça dans un film, personne n'y croirait. J'avais déjà ce sentiment à l'époque, et aujourd'hui, bien des années après, je suis convaincu qu'il y avait une limite à la vérité. En plein Paris, une femme s'effondre sur son palier, touchée de 5 balles tirées à bout portant. Elle sortait juste de l'ascenseur, son courrier à la main. Grosse émotion aujourd'hui à Paris après l'assassinat ce matin de la représentante à Paris du plus vieux mouvement nationaliste sud-africain, l'ANC. Dulcie September a été assassinée ce matin à Paris. Cette dame a été retrouvée morte à son bureau. Dulcie September avait 52 ans. Elle était la représentante en France du mouvement de Nelson Mandela. Il faut expliquer le peuple français qu'est-ce qu'il est en train de faire en Afrique du Sud. C'est la lutte contre l'apartheid. Pour la première fois, cet ancien voisin accepte de témoigner à la télévision. Il préfère rester anonyme. À l'époque, il travaille dans l'agence de presse située sur le même palier que le bureau de Dulcie September. Donc là, je remonte, j'arrive à mon bureau qui est là, celui de Dulcie September est là. Le corps était sur le palier. Son visage était par là, les jambes étaient par là. Je vois son visage très abîmé, ouais. La personne a tiré. La secrétaire a entendu un bruit lourd et sourd derrière notre porte. La nièce et le neveu de Dulcie September se souviennent précisément de ce jour terrible où ils ont appris la mort de leur tante adorée. Mon plus jeune frère était à la maison et il m'a téléphoné. Il m'a dit « On vient d'apprendre la nouvelle ». Et je lui ai tout de suite demandé « Essaye au moins d'avoir une confirmation ». Il est descendu du train et il m'a dit « Oh, tu sais qu'elle a été tuée ?» J'étais choquée. Il y avait déjà des voitures devant la maison, des journalistes. Ma mère était dévastée. Elle est restée au lit pendant 3 jours. Jacqueline de Reims était comme une sœur d'armes pour Dulcie September. Ensemble, les deux amies combattaient l'apartheid. Eh ben, j'étais ici, en Bretagne. C'était les vacances. J'ai une amie qui m'appelle vers 11h, vers 11h. Elle me dit, tu sais, c'est épouvantable, on a tué Dulcie September. J'avoue que j'ai été complètement choquée. Ils ont osé le faire en France.
Voilà, j'arrive au bureau où il y avait vraiment beaucoup de gens qui pleuraient. Très vite, une foule se rassemble devant le siège du bureau de l'ANC, dans le 10e arrondissement de la capitale. Le corps de Dulcie September est emporté à l'Institut médico-légal. Après l'autopsie, je suis allée reconnaître le corps. Il y avait Dulcie sur un chariot, hein, tout enveloppé de tissu blanc, complètement. On ne voyait que son visage. Sa peau était devenue violette. Donc ça, j'ai gardé ça en mémoire, et c'est quand même une image forte, hein, de Dulcie morte. C'était quelque chose, et bon, c'est pas quelque chose qu'on oublie, évidemment. Ça remue des trucs. Dulcie September a été abattue de 5 balles de calibre 22. Un pistolet qui nécessite une grande précision. Un travail de professionnel. That in itself was a very risky. Il s'agissait en soi d'un plan très risqué, car n'importe qui d'autre aurait pu venir à ce moment-là. Et comment savait-il qu'elle venait seule, ou qu'elle était la première personne à se présenter au bureau ce matin-là? Pour moi, cela indique qu'il s'agissait d'une opération impliquant plus d'une personne pour pouvoir exécuter cet assassinat de cette manière. Et parce que c'était bien sûr prendre beaucoup de risques que de faire cela dans le centre de Paris, à un moment où il y avait beaucoup de monde, je dirais donc qu'il s'agissait d'un assassinat très bien planifié. Qui l'a tué et pourquoi? Les proches de Dulcie September soupçonnent immédiatement le régime sud-africain. Ils font tout pour que le corps reste en France. Nous sommes allés aux pompes funèbres. Dire aux pompes funèbres que c'était nous qui nous occupions de l'enterrement, parce qu'on avait très peur. C'est que l'ambassade d'Afrique du Sud rapatrie le corps et ne le donne jamais à la famille. Les funérailles ont lieu à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Ce jour-là, une foule se presse derrière le cercueil. Ils sont des milliers à pleurer la mort de l'envoyé de Nelson Mandela. Funérailles grandioses pour une militante assassinée. Devant l'entrée principale du cimetière parisien du Père-Lachaise. C'était des funérailles nationales. C'est-à-dire que, pas le gouvernement, le peuple français a fait des funérailles nationales à Dulcie. C'était les Parisiens qui rendaient hommage à une des leurs. Un hommage public a été rendu par Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. En m'inclinant devant Dulcie September, je veux dire à sa famille, à ses proches, à ses camarades de lutte, que nous partageons leur douleur. Les obsèques ont été un moment difficile, un moment douloureux. On était devant ce cercueil-là de quelqu'un, d'une personne qu'on aimait. Il y avait cette douleur. Dulcie September est ensuite incinérée. Ses cendres seront dispersées en Afrique du Sud, dans un endroit qu'elle aimait. Dulcie était très nostalgique de son pays. Elle avait vraiment du vague à l'âme quand elle parlait de l'Afrique du Sud. Le rêve de Dulcie, c'était la fin de l'apartheid et qu'elle puisse rentrer chez elle, une fois qu'elle aurait accompli sa mission et trouvé un pays où noirs et blancs vivraient ensemble. C'était ça son rêve. Et elle ne l'a pas connu. Dès son plus jeune âge, Dulcie September doit se battre. Elle grandit dans un quartier populaire à l'est de la ville du Cap. Elle est la deuxième dans une famille de 3 filles. Et déjà, elle sort du lot.
Elle était extravertie, elle était la plus bruyante, tandis que ma mère était plus réservée. Son premier combat, elle doit le mener contre son propre père, un homme alcoolique et violent. Dulcie évite les coups et tente de lui tenir tête. C'était une adolescente rebelle. Avec son père, ça s'est très mal passé, il l'a mise à la porte. Il était violent, hein, il se servait beaucoup de sa ceinture pour punir les enfants. Ça n'a pas été drôle, son enfance. Alors que Dulcie September entre dans l'adolescence, comme des millions d'autres, elle subit les terribles lois de l'apartheid. Une ségrégation implacable, instaurée par le gouvernement d'Afrique du Sud en 1948. Les blancs et les noirs sont bien sûr séparés. Éducation, logement, emploi. Le régime donne tous les privilèges aux blancs. La majorité noire vit le plus souvent dans la misère. Là où vous habitez, là où vous allez à l'école, dans quel bus vous pouvez vous asseoir, les équipements que vous pouvez utiliser, tout était limité. En tant que métisse, Dulcie September n'a le droit d'exercer qu'une certaine catégorie de métiers. Elle choisit de devenir institutrice. Ce 21 mars 1960, dans le petit village de Sharpeville, des manifestants noirs protestent contre le système de passe qui limite leurs déplacements. La police ouvre le feu. Une brutale répression qui fait 69 morts. Dulcie September est dévastée. Son destin bascule. C'est la génération de Sharpeville. Il y a beaucoup de Sud-Africains avant Sharpeville qui se débrouillent dans la vie, qui font semblant que tout va plus ou moins bien, qui se plient aux règles. Et là, il y a la brutalité. On est obligé de prendre position. C'est ce qui va se passer avec elle. Elle va rejoindre des mouvements très engagés à gauche, des mouvements clandestins. En réaction, l'ANC, le mouvement de Nelson Mandela, décide de prendre les armes. La lutte armée commence vers ces années-là. Mandela le dira clairement, il dira « ce n'est pas nous qui avons choisi la lutte armée, c'est le système qui nous a imposé cette lutte armée ». Mais une lutte armée qui cible essentiellement les postes de police, qui n'est pas une lutte armée aveugle, qui n'est pas du terrorisme. Dulcie September fonde avec d'autres militants le Yu Chi Chan Club, un groupe d'inspiration maoïste. Son objectif, monter des actions de guérilla. L'idée était d'étudier ce qui compte dans une guérilla. Pourquoi et comment? Comme dans la plupart de ces organisations, il y avait des règles très strictes et une discipline de prudence. Des rencontres clandestines impliquant seulement quelques personnes. Par exemple, seule cette cellule devait se réunir à des heures précises, mais dans des lieux différents. Et lorsqu'on rédigeait des procès-verbaux ou des notes, ils devaient être écrits de manière codée. Malgré ces précautions, Dulcie September et son groupe sont surveillés de près par la police. Les services du régime quadrillent le pays. Ils ont des informateurs partout. Nous avons été arrêtés dans la voiture de Winnie Mandela et le chauffeur s'appelait Brian Simoni. Il s'est avéré qu'il travaillait en fait pour la police de l'apartheid et qu'il nous avait dénoncés. Nous avons été arrêtés avant d'avoir fait quoi que ce soit de concret. La police intérieure a trouvé tous ces documents théoriques sur la guérilla. Dulcie September est jetée en prison. Derrière les barreaux, loin des siens, dans des conditions de détention très dures. Elle bataille pour terminer ses études. Ce n'est que plus tard qu'on nous a dit où elle était allée. C'était une époque très conservatrice dans le pays. Ce n'était donc pas quelque chose dont on discutait avec des jeunes enfants. Au bout de 5 ans, Dulcie September sort de prison. Elle est assignée à résidence. Elle ne peut plus exercer son métier d'institutrice et est soumise à des règles très strictes. Elle doit envoyer des courriers aux autorités
pour demander la permission pour les moindres visites et déplacements. Selon la section 10, 1A et 5A, je ne suis autorisée à n'avoir que mon père comme visiteur. Je demande ici à ce que cette mesure soit annulée et à recevoir ma sœur et mon beau-frère comme visiteurs à la place. J'espère que ma requête sera approuvée. Je suis une personne bannie et je vis à l'adresse mentionnée ci-dessus. Je demande ici à changer d'adresse. J'espère que ma requête sera approuvée. Elle est partie en décembre 73, environ une semaine avant Noël. Je me souviens d'elle, préparant ses valises. Cette tante qui riait et plaisantait toujours avec nous, les petits. On ne savait pas que c'était la dernière fois qu'on la verrait. On ne réalisait pas. Cernée et harcelée par les services de l'apartheid, Dulcie September choisit l'exil. Sans se faire démasquer, elle gagne Londres, où elle retrouve d'autres exilés sud-africains. Nous nous rendions tous ensemble dans un pub local et débattions de la durée de notre exil. Quels étaient les problèmes les plus importants auxquels nous étions confrontés? Et Dulcie était une voix forte sur ce sujet. Ce nom pour les Noirs d'Afrique du Sud est devenu un symbole, celui de la désobéissance et de la rébellion. En 1976, Dulcie September assiste depuis l'Angleterre aux émeutes dans le township de Soweto. L'histoire se répète, le sang continue de couler. Soweto, c'est 600 gamins, 600 lycéens qui sont mitraillés en quelques jours, hein, pour avoir seulement protesté dans les rues pacifiquement. Dulcie September enrage. Plus que jamais, elle plonge dans le combat politique. Elle rejoint le quartier général de l'ANC, en Zambie. C'était une personne exemplaire, admirable. La façon dont elle se concentrait sur sa mission était admirable. Lorsque je suis arrivée à Lusaka, c'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées, parce qu'elle travaillait au siège, dans le bureau du trésorier général. Nous la voyions tout le temps et elle nous réprimandait pour avoir gaspillé de l'argent ou pour en avoir demandé. Dulcie September monte en grade. Et au début des années 80, l'organisation l'envoie dans une capitale stratégique, Paris. En France, la gauche est au pouvoir et François Mitterrand a autorisé l'ouverture d'un bureau de l'ANC. Quand elle a été nommée, bien sûr, responsable du bureau de l'ANC à Paris, pour moi, c'était une grande joie parce que je me suis dit, enfin, je vais l'avoir. D'abord, voilà, on va avoir quelqu'un qui va vraiment nous aider à monter un mouvement anti-apartheid solide, costaud, avec des informations de première main. Mais le président français ne donne pas de statut diplomatique au mouvement. Dulcie September se retrouve à la tête d'une petite association, sans moyens. On était dans un petit bureau, on faisait avec les moyens de bord, on se cotisait pour sortir à quelques tracts. Dulcie September s'appuie sur les réseaux communistes. En pleine guerre froide, les militants de l'ANC sont du côté du bloc de l'Est. Dulcie September part même se former à Cuba et en URSS. Mais surtout, elle parcourt la France pour rallier des soutiens à sa cause. Our struggle in South Africa is a struggle to overthrow the racist regime. Quand je pense à Dulcie, je vois comme image une femme debout. Elle était debout tout le temps. Elle était en mouvement tout le temps. Elle était debout, même quand elle lisait les journaux. Elle était debout quand elle parlait aux gens. Et elle était debout aussi parce que c'était une femme droite. C'était une femme qui n'était pas dans les compromissions. C'était une femme qui avait choisi un combat et qui était prête à aller jusqu'au sacrifice suprême.
Dulcie September prend des risques. Elle enquête sur les relations entre l'État français et l'Afrique du Sud. Elle découvre que Paris vend des armes au régime de l'apartheid et contourne l'embargo international. Progressivement, elle se sent en danger. Dans sa dernière lettre, en décembre 1987, elle dit qu'elle a été suivie. Sa vie est en danger et l'ennemi est à l'intérieur. Mon père a lu la lettre et l'a brûlée. C'était l'état d'urgence et c'est ce que les gens faisaient. Ils lisaient les lettres et les brûlaient. Tout le monde savait que le bureau était sur écoute. Hein. Elle était suivie. On a tous eu des coups de fil anonymes. Donc c'était une situation tendue, mais on avait la naïveté de croire qu'on était dans une démocratie, qu'il ne passerait pas à l'acte comme il pourrait le faire à Maputo ou à Soweto. Dans ses notes, elle détaille les menaces dont elle fait l'objet. C'est évident que mon téléphone, dans mon appartement comme dans mon bureau, est sur écoute. Le téléphone sonne vers minuit et quand je décroche, la personne raccroche. Par 2 fois, j'ai découvert que j'étais prise en photo à mon insu, une fois dans la rue devant mon bureau et une autre fois, gare du Nord. Dulcie September vit seule dans un petit appartement à Arcueil, au sud de Paris. Dans sa vie personnelle, elle était assez isolée. Elle vivait toute seule, elle n'avait pas de famille. Il y avait des gens au bureau, mais quand elle rentrait en fin de journée, elle était seule. Des fois, je lui accompagnais si on avait eu un meeting ou une conversation. Et au métro, on partait chemin, elle était seule. Peu avant sa mort, elle aurait fait une demande de protection aux autorités françaises. Oui, elle a demandé une demande de protection. Tout le monde savait qu'elle était menacée. Hein? Donc à partir du moment où on sait qu'elle est menacée, qu'elle est sur le sol français, il était du devoir, je dirais, de l'État de la protéger. Hein? Mais ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est quand même, ça reste un problème. Certes, elle n'a pas de passeport diplomatique, puisqu'elle n'a pas une fonction diplomatique à proprement parler, mais elle représente l'opposition noire en Afrique du Sud. L'inactivité du ministère de l'Intérieur et de Pasqua à vouloir protéger Dulcie September qui était menacée, ça posait problème. C'était même inexplicable. Les autorités nient avoir reçu une demande de protection. Le ministre délégué à la sécurité, Robert Pandreau, se montre lapidaire. Les moyens de protection, ils ne nous avaient jamais été demandés. Faute de protection, Dulcie September se retrouve seule face à ses tueurs. Elle tombe dans un piège minutieusement préparé. Un piège que son voisin de palier a vu se mettre en place sans le comprendre. Je suis arrivé en avance au boulot et j'ai attendu que la secrétaire ouvre l'entreprise en m'asseyant dans les escaliers, sur les 2 premières marches et en bouquinant. Donc j'étais dans un grand silence et donc j'étais concentré sur ma lecture. À un moment, j'entends la présence de quelqu'un qui veut descendre et qui finalement ne descend pas mais remonte. Parce que cette personne m'a vu assis au palier du 4e étage. Ce qui m'a un peu intrigué, puisque je n'entendais que ça dans le silence de ce matin. Je pense que c'est quelqu'un qui était là en repérage, puisque c'était avant l'ouverture des bureaux. L'assassin était complètement immobile, puisque je n'ai entendu qu'une fois des pas, et je n'ai pas du tout entendu d'autres bruits. Je pense que quelqu'un est vraiment remonté pour attendre dans le silence. Quelqu'un qui l'avait observé même plusieurs jours avant. Oui. Quelques instants plus tard, Dulcie September s'écroule. Qui a pressé sur la gâchette? Qui a ordonné cette exécution? Qui avait les moyens d'organiser une opération aussi professionnelle?